Il paraît que le premier mort à la guerre, c'est le plan. Eh bien, ce soir, dans Bric-à-Brac, nous allons parler d'un plan qui a été conçu juste après la guerre de 1945. Le programme est assez simple. Je vais commencer par le lire, le texte, le plus possible. Et quand je me retrouverai un peu fatigué, je ferai une pause et je regarderai les idées qui ont émergé et je ferai quelques commentaires personnels sur le texte. Je tiens à préciser que ce texte m'a été enfin, j'ai découvert ce texte plutôt grâce à Philippe Mérieux, notamment sur son site internet mérieux.com, que vous pouvez retrouver tous les liens en description. Avant de commencer, je vous invite, pour ceux qui le veulent, à suivre la lecture de ce texte via le lien qui se situe dans les commentaires du chat. Vous pouvez, avec moi, suivre le texte ou même le relire chez vous, à tête reposée. Pourquoi c'est important de lire ce texte? Ben justement, nous allons le découvrir. En tout cas, si Philippe Mérieux s'est associé avec d'autres personnes pour en faire une analyse et en parler sur son site internet, c'est que forcément, il y a un intérêt pédagogique. Et moi, curieux comme je suis, je ne peux pas ne pas le lire si Philippe Mérieux le recommande. Alors, c'est parti. À la fin, si vous avez des questions, vous avez des remarques, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ou enfin en commentaire, dans le chat. Je le lis, je suis devant le chat, j'ai le chat YouTube sous les yeux. Et pour ceux qui sont sur d'autres plateformes comme Facebook, Instagram, ou même euh, Twitch, vous pouvez aussi m'envoyer un message et au milieu du live, je tenterai de jeter un coup d'œil pour répondre et faire des lectures. Je tiens à préciser que cette lecture, c'est la première fois que je vais le faire en live. Et pour des raisons personnelles qui m'est propre, j'ai on va dire, des faiblesses au niveau d'un œil. Ça fait que ça me rajoute quelques difficultés. Je vous dis ça pour vous prévenir. Heu, alors, peut-être que ce texte, je ne pourrai le lire en complet ce soir, mais rassurez-vous, je compte bien le lire entièrement dans Bric-à-Brac d'idées. Si c'est pas ce soir, nous le lisons entièrement dans les prochains épisodes quand je serai seul, en solo. Et nous allons travailler ce texte. Nous allons extirper des idées de ce texte. Et nous allons peut-être, après, je ferai mes recherches personnelles pour voir un peu qu'est-ce que les autres disent de ce texte. Mais avant tout, et même, ce sera peut-être mon challenge que je vais me créer. C'est, je vais essayer de faire un article peut-être par la suite que je mettrai et que je ferai une vidéo et même un short dans lequel je mettrai le lien de l'article pour ceux qui seront intéressés et même dans la description quand il sortira. Euh, c'est un excellent exercice. Bah, d'ailleurs, euh, je vais le préciser, c'est important. Heu, si vous souhaitez vous améliorer, que ce soit en leadership, que ce soit dans votre communication, que ce soit même dans, votre facilitation de présentation de vos idées, la lecture à haute voix est un excellent outil et même se nourrir par la lecture permet également de pouvoir nourrir d'autres aussi par ces mots, par la suite. Alors commençons. Hop. Est-ce que le son est bon? Je vérifie que tout soit OK. Le micro est bon, tac. Mmh, c'est parti. Alors, ah, pourquoi ma tablette? Alors, donnez-moi quelques instants, j'ai un souci technique avec ma tablette.
Elle ne souhaite pas s'allumer. Eh bien, on lira sur ordinateur, à mes plus grandes dames. Alors, c'est parti. Euh, Vous êtes prêts? C'est parti. Let's go. La réforme de l'enseignement, projet Langevin Wallon, élaboré à la Libération 1945-1946 par une commission ministérielle présidée par Paul Langevin, physicien, puis, après la mort de ce dernier, par Henri Wallon, psychologue, élabore un plan qui avait pour but la démocratisation de l'école et l'égalité des chances. Il n'a jamais été appliqué, mais il reste un des textes de référence en matière d'éducation. Introduction. L'enseignement français est depuis longtemps réputé dans le monde pour sa haute qualité et sa valeur culturelle. Chaque année, nos universités accueillent un très grand nombre d'étudiants étrangers. Notre enseignement secondaire jouit d'un semblable prestige. Enfin, l'enseignement primaire, organisé par Jules Ferry, fut l'une des grandes œuvres de la Troisième République. Il se propose de donner à tout homme, aussi humble que soit son origine, le minimum de connaissances indispensables pour faire de lui un citoyen conscient, pour enrichir son esprit et élargir son horizon. Enfin, l'enseignement technique, organisé après la guerre 1914-1918, a connu un rapide développement. Cependant, dès avant cette guerre, il était devenu évident que notre enseignement devait être réorganisé. Des tentatives partielles de réforme avaient été esquissées. Pendant l'occupation, divers projets furent élaborés, tant à Alger que par les résistants de la métropole. Aujourd'hui, une réforme complète est nécessaire et urgente. L'organisation actuelle de notre enseignement suscite en effet des critiques justifiées et ne lui permet pas d'assumer pleinement le rôle qui devait être le sien dans une démocratie moderne. Tout d'abord, cette organisation ne répond pas à un plan d'ensemble clairement conçu et exactement mis en œuvre. Elle résulte d'un passé historique au cours duquel des institutions diverses furent créées sans être coordonnées. À des législations anciennes, d'autres furent ajoutées et non substituées, de sorte que certains organismes se concurrencent inutilement ou font double emploi. Cependant, qu'il existe des lacunes et que l'enseignement ne répond pas à tous les besoins actuels. Le moment semble venu de procéder à une réorganisation générale pour remplacer cette construction disparate par un ensemble clairement ordonné et susceptible de satisfaire tous les besoins. La structure de l'enseignement doit en effet être adaptée à la structure sociale. Depuis un demi-siècle, la structure de l'enseignement n'a pas été profondément modifiée. La structure sociale, au contraire, a subi une évolution rapide et des transformations fondamentales. Le machinisme, l'utilisation des sources nouvelles d'énergie, le développement des moyens de transport et de transmission, la concentration industrielle, l'accroissement de la production, l'entrée massive des femmes dans la vie économique, la diffusion de l'instruction élémentaire ont profondément modifié les conditions de vie et l'organisation sociale. La rapidité et l'ampleur du progrès économique, qui avait rendu nécessaire en 1880 la diffusion de l'enseignement élémentaire dans les masses ouvrières, pose à présent le problème du recrutement d'un personnel de plus en plus nombreux de cadres et de techniciens. La bourgeoisie, héréditairement appelée à tenir les postes de direction et de responsabilité, ne saurait plus désormais seule y suffire. Les besoins nouveaux de l'économie moderne posent la nécessité d'une refonte de notre enseignement qui, dans sa structure actuelle, n'est plus adaptée aux conditions économiques
et sociale. Cette inadaptation de l'enseignement à l'état présent de la société a pour signe visible l'absence ou l'insuffisance des contacts entre l'école à tous les degrés, à tous les degrés et la vie. Les études primaires, secondaires, supérieures sont trop souvent en marge du réel. L'école semble un milieu clos, imperméable aux expériences du monde. Le divorce entre l'enseignement scolaire et la vie s'accentue par la permanence de nos institutions scolaires au sein d'une société en voie d'évolution accélérée. Ce divorce dépouille l'enseignement de son caractère éducatif. Une réforme est urgente qui remédiera à cette carence de l'enseignement dans l'éducation du producteur et du citoyen et lui permettra de donner à tous une formation civique, sociale, humaine. Demeuré en marge de la vie, l'enseignement n'a pas tiré profit du progrès scientifique. L'empirisme et la tradition commandent ces méthodes alors qu'une pédagogie nouvelle, fondée sur les sciences de l'éducation, devrait inspirer et renouveler ces pratiques. D'autre part, et à tous les degrés, l'enseignement méconnaît dans l'élève et futur citoyen. Il ne donne pas une importance suffisante à l'explication objective et scientifique des faits économiques et sociaux, à la culture méthodique de l'esprit critique, à l'apprentissage actif de l'énergie, de la liberté, de la responsabilité. Or, cette formation civique de la jeunesse est l'un des devoirs fondamentaux d'un État démocratique. Et c'est à l'enseignement public qu'il appartient de remplir ce devoir. Toutes ces raisons justifient la nécessité d'une réforme profonde de nos institutions d'enseignement qui, si elles ont dans le passé rempli avec succès leur mission, doivent, pour rester à la hauteur d'une réputation méritée, se transformer et s'adapter à l'état économique et social actuel. Principes généraux. La reconstruction complète de notre enseignement repose sur un petit nombre de principes dont toutes les mesures envisagées dans l'immédiat ou à plus longue échéance seront l'application. Le premier principe, celui qui, par sa valeur propre et l'ampleur de ses conséquences, domine tous les autres, est le principe de justice. Il offre deux aspects non point opposés, mais complémentaires: l'égalité et la diversité. Tous les enfants, quelles que soient leurs origines familiales, sociales, ethniques, ont un droit égal au développement maximum que leur personnalité comporte. Ils ne doivent trouver d'autres limitations que celles de leurs aptitudes. L'enseignement doit donc offrir à tous d'égales possibilités de développement, offrir à tous l'accès de la culture, se démocratiser moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués que par une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation. L'introduction de la justice à l'école, par la démocratisation de l'enseignement, mettra chacun à la place que lui assignent ses aptitudes, pour le grand bien de tous. La diversification des fonctions sera commandée non plus par une fortune ou la classe sociale, mais par la capacité à remplir la fonction. La démocratisation de l'enseignement, conforme à la justice, assure une meilleure distribution des tâches sociales. Elle sert l'intérêt collectif en même temps que le bonheur individuel. L'organisation actuelle de notre enseignement entretient dans notre société le préjugé antique d'une hiérarchie entre les tâches et les travailleurs. Le travail manuel,
L'intelligence pratique sont encore trop souvent considérées comme de médiocres valeurs. L'équité exige la reconnaissance de l'égale dignité de toutes les tâches sociales, de la haute valeur matérielle et morale des activités manuelles, de l'intelligence pratique, de la valeur technique. Ce reclassement des valeurs réelles est indispensable dans une société démocratique moderne dont le progrès et la vie même sont subordonnés à l'exacte utilisation des compétences. La réforme de notre enseignement doit être l'affirmation dans nos institutions du droit des jeunes à un développement complet. La législation d'une république démocratique se doit de proclamer et de protéger les droits des faibles. Elle se doit de proclamer et de protéger le droit de tous les enfants, de tous les adolescents à l'éducation. Celle-ci prendra pour base la connaissance de la psychologie des jeunes, l'étude objective de chaque individualité. Elle se fera dans le respect de la personnalité enfantine afin de dégager et de développer en chacun les aptitudes originales. Le droit des jeunes à un développement complet implique la réalisation des conditions hygiéniques et éducatives les plus favorables. En particulier, l'effectif des classes devra être tel que le maître pourra utilement s'occuper de chaque élève. Il ne devra en aucun cas dépasser 25. La mise en valeur des aptitudes individuelles en vue d'une utilisation plus exacte des compétences pose le principe de l'orientation. Orientation scolaire d'abord, puis orientation professionnelle doivent aboutir à mettre chaque travailleur, chaque citoyen au poste le mieux adapté à ses possibilités, le plus favorable à son rendement. À la sélection actuelle qui aboutit à détourner les plus doués de professions où ils pourraient rendre d'imminents services, doit se substituer un classement des travailleurs, fondé à la fois sur les aptitudes individuelles et les besoins sociaux. C'est-à-dire que l'enseignement doit comporter une part de culture spécialisée de plus en plus large à mesure que les aptitudes se dégagent et s'affirment. Mais la formation du travailleur ne doit en aucun cas nuire à la formation de l'homme. Elle doit apparaître comme une spécialisation complémentaire d'un large développement humain. Nous concevons la culture générale, dit Paul Langevin, comme une initiation aux diverses formes de l'activité humaine, non seulement pour déterminer les aptitudes de l'individu, lui permettre de choisir à bon escient avant de s'engager dans une profession, mais aussi pour lui permettre de rester en liaison avec les autres hommes, de comprendre l'intérêt et d'apprécier les résultats d'activités autres que la sienne propre, de bien situer celle-ci par rapport à l'ensemble. La culture générale représente ce qui rapproche et unit les hommes, tandis que la profession représente souvent ce qui les sépare. Une culture générale solide doit donc servir de base à la spécialisation professionnelle et se poursuivre pendant l'apprentissage de telle sorte que la formation de l'homme ne soit pas limitée et entravée par celle du technicien. Dans un État démocratique où tout travailleur est citoyen, il est indispensable que la spécialisation ne soit pas un obstacle à la compréhension de plus vastes problèmes et qu'une large et solide culture libère l'homme des étroites limitations du technicien. C'est pourquoi le rôle de l'école ne doit pas se borner à éveiller le goût de la culture pendant la période de la scolarité obligatoire, quelle qu'en soit la durée. L'organisation nouvelle de l'enseignement doit permettre le perfectionnement continu du citoyen et du travailleur. En tout lieu, des immenses agglomérations urbaines jusqu'aux plus petits hameaux, l'école doit être un centre de diffusion de la culture, par une adaptation exacte aux conditions régionales et aux besoins locaux. Elle doit permettre à tout le perfectionnement de la culture. Dépositaire de la pensée, de l'art, de la civilisation passée, elle doit les transmettre en même temps qu'elle est l'agent actif du progrès et de la modernisation. Elle doit être le point de rencontre, l'élément de cohésion
qui assure la continuité du passé et de l'avenir. Les conséquences de ces principes. Alors, hop, je vérifie quelque chose. Tac, ok. Conséquences de ce principe. La première conséquence des principes qui viennent d'être énoncés est la reconstruction complète de notre enseignement sur un plan nouveau, présentant plus de simplicité, d'unité et de cohérence. La structure même de l'institution doit être modifiée pour répondre aux principes de justice fondamentale dans une démocratie. Dans l'organisation actuelle, les divers ordres d'enseignement ne répondent pas toujours à leur but qui devait être le développement maximum de tous ceux qui sont aptes à en profiter, mais de cela seul. Le recrutement en est aujourd'hui trop souvent déterminé par la classe sociale et les ressources financières des familles. Le passage d'un ordre d'enseignement à l'autre, primaire, secondaire, technique, présente de grandes difficultés. Aussi, la proportion des enfants de familles ouvrières qui accèdent à l'enseignement supérieur et aux grandes écoles est infime. La logique et l'équité exigent que les divers échelons de l'enseignement répondent à des niveaux de développement, puis à des spécialisations d'aptitudes et non à des catégories sociales. C'est pourquoi dans la structure nouvelle, l'enseignement présentera des degrés progressifs correspondant à des niveaux de développement et auxquels tous les enfants devront successivement accéder. L'enseignement du premier degré sera obligatoire pour tous les enfants de 6 à 18 ans et comprendra trois cycles successifs. Le premier cycle concernera tous les enfants de 3 à 11 ans, l'âge de l'obligation scolaire demeurant fixé à 6 ans. Pendant cette période, tous les enfants recevront un enseignement adapté à leur développement mental et susceptible de répondre à leurs besoins immédiats. Le rôle principal du premier cycle sera de mettre l'enfant en possession des techniques de base qui lui permettront de comprendre et de se faire comprendre. L'étude du milieu physique et humain lui permettant de se situer dans l'espace et dans le temps. À la fin de cette première étape, tous les enfants entreront obligatoirement dans les établissements du deuxième cycle, puis du troisième cycle. Ils y resteront jusqu'à 18 ans. L'obligation scolaire devra donc être prolongée de 4 années. Le deuxième cycle, de 11 à 15 ans, sera une période d'orientation, tout en assurant l'acquisition d'un complément indispensable de connaissances générales. Il sera consacré à une observation méthodique des enfants pour déceler leurs aptitudes et permettre leur orientation. Le troisième cycle, de 15 à 18 ans, sera la période de détermination. Il sera consacré à la formation du citoyen et du travailleur. Les élèves aptes à recevoir l'enseignement universitaire bénéficieront d'une formation théorique adaptée. Pour les autres, la culture générale se poursuivra en rapport avec une culture spécialisée orientée vers la profession, de sorte que les jeunes gens qui seraient désignés par leurs aptitudes pour l'exercice d'un métier seront aptes à la fin du troisième cycle à entrer dans la vie professionnelle. Hmm, Alors attendez, j'ai perdu. Hop. Alors, je vais m'arrêter à là pour la lecture. Je n'arrive plus à suivre les lignes sur l'ordinateur pour des raisons de fatigue oculaire. Je vous présente mes excuses pour cela, mais on peut passer immédiatement à en parler un peu de ces idées qui ont été évoquées lors euh, de ce plan. Euh, je ne l'ai pas vu, mais j'ai oublié de présenter le plan. Je viens de voir, je viens de me rappeler. J'ai oublié de présenter le plan de ce document. Je vais profiter pour le lire et parce que c'est important.
Plan Langevin Wallon, 1947. Le sommaire, il y a alors, partie 1, c'est introduction. 2, structure et organisation de l'enseignement. 3, formation des maîtres. 4, organes de contrôle et de perfectionnement. 5, programme, horaire, méthode, sanction des études. 6, éducation morale et civique. Formation de l'homme et du citoyen. 7, éducation populaire. 8, délai d'application. Appendice. Petit a, projet de l'organisation de l'enseignement dans les zones rurales. B, vœux émis par la commission au cours de ses séances. Alors, voilà. Première question, peut-être. euh, je crois que cette introduction je me suis dit quand même, si indépendamment de l'époque, parce que ce texte a quand même fait quelques années, le temps est passé, mais je trouve qu'il reste quand même d'une actualité bouleversante. Quand on parle d'un changement, vraiment des normes, des règles au niveau économique, au niveau social, des nouvelles ressources, heu, que ce soit, sur le plan énergétique, sur le plan social, sur le plan, économique, culturel aussi, bah, quand même, les c'est incroyable de se dire, enfin, moi je trouve ça intéressant de se dire que on pourrait appliquer cette introduction à aujourd'hui. L'autre partie, après l'introduction, où on commence à parler des conséquences et quand on exprime ce que j'ai retenu, quand on commence à parler de, bah, déjà, faisons dans l'ordre, faisons dans l'ordre. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est cette description, comme je le disais, que pour moi, ce texte est toujours d'actualité. Cette petite partie de l'introduction dans lequel on parle des mutations, sociales, démographiques, culturelles, économiques. Eh bien, c'est pour moi, on peut le dire aussi aujourd'hui et cette transformation quelque part de la société, bien, c'est ce qui équivaut aussi aujourd'hui. Ça reste, quand même d'actualité. C'est ça qui me marque le plus dans ce texte et aussi, il y a quelque chose qui était intéressant, c'est quand on passe aux principes généraux et le premier principe, c'est le principe de justice. Quand je regarde le principe de justice, ça quand même, ça fait mal. Ça fait mal parce que on se dit: «Certes, aujourd'hui quand même, il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup d'améliorations. Il y a énormément de personnes heu, qui se sont mis à accéder à des longues études». Mais quand même, quand il a parlé de cela, quand même, c'est un texte engagé. C'est quelque chose quand même qui m'amène à me dire, c'est on soulève des droits, on soulève des droits, on soulève une volonté de prendre en charge même les plus faibles. Heu, il faut se rappeler quand même que ce texte n'a pas été appliqué. Ce que nous avons aujourd'hui n'est pas, ce plan-là, c'est autre chose et je comprends mieux la question, pourquoi ce texte est aussi pertinent et toujours aussi d'actualité? À la première lecture de cela, je me dis quand même que ces idées, cette base qui a été fondée, qui a été posée, je comprends pourquoi on parle encore de ce texte. Parce qu'elle prend en compte non seulement, c'est ce que je comprends en tant que coach, je prends conscience que ce texte, rédigé par ces personnes en commission, prend non seulement appui sur des études scientifiques, un axe ép heu, épistémique, on va dire épistémologique. Sur le pôle épistémologique, ils prennent des études, ils vont aller chercher, ils vont aller voir, ils vont s'appuyer. Ils se sont posé la question: «Qu'est-ce qu'on sait et comment on le sait?» Toutes ces questions sur l'enfant, sur l'adolescence, ils sont partis chercher et d'ailleurs, c'est un psychologue, du coup, cela signifie, le premier est un physicien, mais celui qui prend la suite, c'est un psychologue. Ça veut dire qu'il avait accès à des études, il avait accès à des connaissances et c'est en s'appuyant quelque part sur ces connaissances nouvelles et là on parle d'un terme très fort, les sciences de l'éducation et c'est en s'appuyant sur les sciences de l'éducation qui amène à ce qu'il puisse faire émerger ces grands principes aussi quelque part. Ça facilite, ça participe à cette élaboration.
C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que dans ce texte, il est décrit aussi que c'est plutôt la tradition. Je ne sais pas si, est-ce que ma tablette fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. C'est dommage. En fait, si j'avais ma tablette, j'aurais pu surligner et pouvoir retrouver plus facilement. Là, je l'ai lu sur, PC, et j'ai pas cette possibilité de le surligner. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir comment m'y prendre. Mais pour les prochaines fois, je vais essayer de faire autrement. Hem, alors, bah, prenons le temps, prenons le temps. Bah, vous voyez, ça, c'est quelque part, c'est ce que vous venez de voir à l'instant, c'est une contrainte d'apprentissage. C'est être que enfin, la première contrainte, enfin, une des contraintes d'apprentissage, comme le cite C.H. Boima dans ses travaux, c'est être capable d'attendre et pas vouloir tout de suite. Là, je vous explique, j'ai voulu tout de suite retrouver quelque chose, mais je n'arrive pas à retrouver tout de suite et comme, c'est ça qui est drôle et c'est intéressant d'analyser ça et je vous le partage parce que vous aussi pourrez vous ouvrir les consciences aussi à ça. C'est que, ben là, concrètement, j'ai voulu avoir quelque chose tout de suite, mais je ne peux pas et du coup, la frustration arrive et frustration égale prise de décision, et prise de décision, pas tous les décisions se valent et ça, c'est très intéressant de repérer ces petits mécanismes, ces mécanismes humains, naturels et quand vous les avez, bien, vous avez une meilleure prise sur le monde parce que vous pouvez mieux tisser le lien avec l'autre, parce que quelque part, vous montrez à l'autre que vous le comprenez mieux et ça aussi, d'ailleurs, quand je parle de ça dans ce texte, il y a ce terme merveilleux, la formation de l'homme. Alors, est-ce que je peux retrouver ça? Attends, je vais aller sur le site carrément. Ta 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 ta. Hop, plan Langevin. Voilà. Texte. Alors, j'ai mis le lien ici. Hop, voilà. Ça charge, ça bouline. Mmh, 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 mmh. Alors, le texte est ici. Tac. Oui, c'est bien ça, c'est la formation de l'homme. La formation du travailleur ne doit en aucun cas nuire à la formation de l'homme. Et c'est ça aussi qui était intéressant, c'est, ce que j'ai retenu, c'est cette notion de se dire que, déjà d'abord, il y a quelque chose de fort, quand même, c'est très fort de se dire: «Tous les enfants ont droit à l'accès à une formation, à l'éducation et pour développer leur potentiel, développer leurs aptitudes, potentielles». Il faudrait que je retrouve les termes techniques, les bons termes qu'ils ont utilisés et quelque part, ben, c'est dire que chacun a le droit. Ça, c'est fort, c'est tous les enfants, tous les adolescents ont droit à cela. Et cette notion de mettre ces deux plans côte à côte, qui est la formation professionnelle et la formation de l'homme, ça, je trouve ça incroyable. Et il y a même un moment où ils disent, et ça, je trouve ça merveilleux, c'est de se dire que malgré que cette non, ouais, c'est ça aussi, c'est ce mépris, ce déni de la reconnaissance de les aptitudes techniques, les aptitudes, manuelles, les métiers, qui font partie de la société, qui par exemple, l'ordre de l'artisanat, de l'agriculture, les personnes qui travaillent dans les usines, dans les, de voitures, les personnes qui fabriquent de leurs mains, qui font, de la couture. C'est des travails manuels, techniques et c'est un savoir à valoriser et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est de prendre conscience de cette valeur et de ne pas dénigrer cela. Et il y a un passage quand même qui m'a un peu, qui a fait une reviviscence, on pourrait dire. Bah, c'est se dire qu'aujourd'hui, heu,
Oui, il y a des injustices, il y a des grandes injustices toujours, parce que sur le territoire français, je dis bien le territoire français, il y a bien des hommes et des enfants et des adolescents qui auraient peut-être été heureux d'avoir ce plan-là. Parce que non seulement il permet de faire développer heu la personne dans ses aptitudes, mais aussi de développer l'homme. Cette notion de développer l'homme, de lui donner un accès à la culture, ça c'est important, c'est ça qui était c'est ça qui m'a, que je dis: «OK». Ce sont des idées fortes, des idées pour moi que je trouve, vraiment nécessaires aujourd'hui, d'ailleurs qui je je m'y connais pas assez pour savoir si c'est quelque chose qui est appliqué aujourd'hui, mais moi, ce que j'ai vécu, j'ai vu qu'il y a quand même des dispositifs qui va dans ce sens, dans ce sens de ce texte. Par exemple, au point de vue de la lecture à l'école, il y a un dispositif qui permet d'aider les élèves en difficulté, voire, ceux qui même ceux qui ne sont pas en difficulté, ceux pour viser l'excellence. Ça s'appelle l'acte. C'est une méthodologie, par exemple, je vais vous le décrire assez rapidement, où selon le niveau des élèves, peut-être vous avez dû connu ça pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge, heu, en cours de français. Le professeur imprime ses petites notes, ses petites, extraits de texte et il passe sur chaque bureau, il dépose la feuille mais, heu, comment dire ça? C'est recto ou verso? Face cachée, voilà, il met la feuille face cachée et ensuite, il prend sa place, il explique ce que nous allons faire, ce que nous apprêtons à faire et ensuite il fait une première. Il nous invite à, hop, tourner la feuille. Il nous invite à écouter, il fait une première lecture. De cette lecture, ensuite, il nous donne un peu de temps pour le lire nous-mêmes. Il nous laisse un moment en silence où nous analysons et ensuite il pose quelques questions, assez: «Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant?» Oui, il explore et ensuite il apporte, il y a plusieurs questions qui sont adossées à ce texte par la suite, qui sont, bah, pour vous quel est le personnage principal? Quel est le sujet de la discussion? De quoi parle-t-on dans ce texte? Comment sait-on, de quelle période est-ce? En fait, ce sont des questions qui permettent d'aller titiller la curiosité de l'élève et petit à petit de l'amener à aller chercher dans ce texte. Le texte n'est pas long, c'est un extrait et l'extrait est adapté et plus, on avance dans les cycles, comme on pourrait dire, plus on avance dans l'apprentissage, plus les textes se complexifient, de nouveaux vocabulaires apparaissent et à côté, dans les marges, vous avez par exemple, on nourrit l'élève avec des vocabulaires et sa définition et on essaie et le professeur apporte à la fin, il apporte une façon d'interpréter le texte et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez une première partie où vous laissez l'élève découvrir le texte, où il peut écouter la lecture du maître et ensuite on le fait lire on peut faire lire plusieurs élèves et ensuite on laisse un temps de repos, on laisse un temps de recherche, de sé heu, d'appropriation à l'élève de ce texte et on lui fournit des questions pour le faire. Et petit à petit, mine de rien, à force de faire ces analyses de texte ensemble, ces modèles actes, eh bien, petit à petit, on développe quand même des automatismes de pensée, même des réflexes de pensée. Et quand vous allez arriver, vous, sur un texte, que ce soit au niveau professionnel ou même personnel, vous allez tout de même quand même vous demander ces questions qui vont devenir peut-être parfois assez naturellement chez vous. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi le sujet? Et ça aide quelque part à développer l'esprit critique. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce texte et que ça m'a fait rappeler, on parle de reviviscence, c'est-à-dire revivre quelque chose dans le passé. Faire revenir dans sa mémoire, souvenir
qui étaient dans le passé, que j'ai vécu. Et quand je parle de souvenirs d'ailleurs, ça me fait penser que c'est très intéressant parce que finalement notre identité, elle repose sur quoi? Heu, sur un plan, oui, sur nos parents, sur, la notre culture de lequel on a vécu, l'endroit où on a vécu, ce que nous avons découvert, ce que nous avons fait. La culture, comme le décrit Serge Boimard, c'est toute organisation et production humaine. Heu, du coup, la culture est vaste, la culture est tellement vaste, tout presque tout peut entrer dedans. Heu, quand on parle de musique, c'est de la culture. On parle de jouer de la flûte, c'est de la culture. On parle de cuisiner, c'est de la culture. On parle de gestion de projet, c'est de la culture. On parle d'entreprise, c'est de la culture. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est la culture englobe énormément de thématiques et peut-être voir, et tellement de thématiques, j'ai même envie de dire, ben, peut-être tout ce qu'on fait, c'est incroyable. C'est c'est fascinant de se dire ça quand même. Et quand on parle de culture, du coup, heu, est-ce que vous vous rendez compte l'ensemble de l'information qui existe et dont il faudrait, le présenter à l'école? C'est quand même vertigineux, enfin, c'est il y a énormément de choses à découvrir et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est bien. C'est d'avoir ces, moi ce que je pense, c'est ce que je pense, c'est de trouver au moins un professeur qui aime transmettre, qui aime qui a la passion de son activité aussi, de sa profession et qui l'a fait et qui quand il regarde un élève il voit à la fois, il est dans le pessimisme de la raison, c'est-à-dire il voit les lacunes, les difficultés de l'élève, mais il est aussi dans cet optimisme de la volonté comme Gramsci et Philippe Mérieux me l'avait présenté, c'est il voit aussi au-delà il a cette volonté de se dire ce n'est pas perdu, ce n'est pas figé et qu'il y a une façon de lui faire apprendre, de lui donner goût à l'apprentissage. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux quand on regarde les sciences de l'éducation et même l'histoire de la pédagogie. C'est que ces hommes et ces femmes ne sont pas restés figés face à des murs. Ils ont même démoli le mur, ils ont même contourné le mur, ils ont pris une échelle pour sauter le mur, et pour eux, il n'y a pas de mur et c'est ça que peut-être vous, vous avez connu un professeur qui vous a permis de voir au-delà de vos lacunes, de vos difficultés et de vous soutenir. Moi, j'en ai eu plusieurs, plusieurs, heu et ça m'a vu la difficulté que j'avais, le contexte dans lequel j'évoluais, il en fallait des professeurs pour m'aider. Il en fallait parce que, il faut comprendre que dans ce qui est décrit dans ce texte, le droit à accès à l'école, à l'éducation, il y a un passage très intéressant où on dit qu'on a besoin d'un environnement propice, favorable au développement des aptitudes. Eh bien, aujourd'hui encore, malheureusement, nous avons encore des problématiques, parce qu'il y a des cas concrets. Par exemple, on parle de l'ASE où on place des enfants, dont les parents, parfois, n'ont pas la possibilité de s'occuper d'eux. Parfois, pour des raisons diverses, sont privés de leur enfant ou les enfants sont privés de leurs parents. Il y a énormément de raisons dans lesquelles ce lien n'est pas, possible, n'est pas souhaitable. Et ça aussi, ça rajoute une couche de complexité à tout cela. Et c'est là d'où l'importance de la psychologie de l'enfant, d'aller étudier tout cela pour justement pouvoir mieux comprendre. Et si on comprend mieux, on peut mieux intervenir. Et c'est là l'intérêt de faire des recherches en sciences de l'éducation, en psychologie de l'enfant, dans les comportements, et ça prend énormément de temps. On a encore besoin de personnes passionnées par cela, qui ont envie de participer du point de vue social à la société. Et c'est ça que moi je trouve, intéressant à faire émerger, que je trouve intéressant comme idée de ce texte, dans cette partie de ce texte qu'on a lu ensemble. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et vous qui regarderez cette vidéo, qui regardez cette vidéo, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus interloqué?
que vous retrouvez, que vous trouvez intéressant, que vous êtes surpris. Moi, il y en a d'autres, mais là, je n'arrive pas à le voir tout de suite. Mais rassurez-vous, je m'en resterai pas là, je n'en resterai pas là. Je vais faire un article sur ça. C'est-à-dire que je vais extraire les idées, étudier ce texte un peu plus pour en extraire quelques idées et pouvoir le mettre en mots. Ce sera mon exercice à moi pour évoluer, pour me faire grandir. Et ça, c'est et quand je parle de ça, ça me fait rappeler ce passage. On parle, il faut pas choisir les gens selon leur catégorie sociale, selon leur famille, parce qu'ils sont riches ou pas. Heu, mais on parlait de faire élever d'une élévation pour tous et ça, c'était formidable. Ce sont des mots formidables. Pour moi, c'est des idées que j'aime beaucoup et que j'aimerais vraiment le faire connaître et c'est pour ça que je le lis. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'il y a pas qu'une seule voie possible, il y en a d'autres et qui ont été déjà pensées avant et qui peut-être restent juste à réactualiser peut-être et même, il y a quand même des idées sur lesquelles on peut s'asseoir, on peut s'appuyer, sur lesquelles d'ailleurs, on doit le dire, je dois préciser, quand on parle de démocratie, il faut le dire qu'aujourd'hui la démocratie tente, du moins, à prendre en charge aussi les plus faibles avec les moyens, qui sont à leur disposition, avec, les combats, parce qu'il faut se rappeler que en démocratie, selon il n'y a pas de démocratie parfaite. Ça n'existera peut-être pas et ça n'existera jamais d'un point de vue logique. D'une démocratie qui satisfait tout le monde et qui est parfait. Ça ne peut pas, c'est la solution parfaite, c'est un biais, qu'on peut utiliser, mais ça peut aider à rêver, mais c'est peu probable qu'on y arrive à le mettre en œuvre puisque, dès le moment où vous avez, une quantité d'individus, heu, avec des besoins aussi variés et divers. Comment peut-on satisfaire l'ensemble? C'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors, l'homme a créé la république, a créé la démocratie pour tenter d'essayer de répondre au mieux au mieux à l'ensemble des exigences en s'appuyant sur certaines valeurs, sur lesquelles un ensemble, ont reconnu quand même. On peut parler des textes, fondamentales de nos démocraties qui est par exemple les libertés, enfin le texte de droits de l'homme. C'est quand même on va dire, j'allais dire la pierre angulaire, mais oui, c'est le socle sur lequel tous les droits, tout ce qui est construit après se hérite. On hérite de ça, on part de ça, on a validé ça d'un accord commun et c'est ce qui permet quelque part, en plus de vivre ensemble, de faire ensemble. Et ça, c'est important parce que, heu, je crois sincèrement que, dans mon métier de coach, comprendre comment est constitué, qu'est-ce que c'est que la démocratie, quelles sont les idées qui ont arrivé à cette ingénierie de démocratie, comment elle s'est constituée, comment elle s'est développée, qu'est-ce qui a façonné cela, est une première étape pour mieux coacher, mieux accompagner les autres. Parce que ça rouvre dans la démocratie dans laquelle nous sommes, heu et bien, c'est important de savoir comment on est arrivé à là. Parce que dans comment on est arrivé à là, ça soulève énormément de questions sur le groupe, sur la gestion d'un groupe, sur la reconnaissance d'un individu, d'un collectif. Ça permet vraiment en coaching du moins, de pouvoir avoir une vision beaucoup plus riche, beaucoup plus large, qui permet quelque part d'englober le monde de l'autre. Imaginez que vous êtes tellement ignorant, mal informé, mal éduqué, que vous n'arrivez même pas à pouvoir situer la pensée de l'autre, au niveau qu'il est réellement. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un vous pose une question. Si vous n'êtes pas suffisamment éduqué pour savoir qu'une question, dès le moment que c'est une question qu'il y a un point d'interrogation, eh bien, vous avez le droit et la liberté de répondre comme vous le souhaitez.
Vous pouvez répondre comme ne pas répondre. À moins que vous comparaissiez devant un juge, devant une institution dans lequel vous allez être, traduit en justice ou jugé, il il est quand même très rare que quelqu'un puisse vous imposer de répondre à une question. Et même le juge, même les institutions judiciaires, il arrive qu'ils n'ont pas de réponse aux questions qu'ils posent à à l'accusé ou la personne qui se trouve devant lui. Parce que justement, qu'il y a des droits ou pas de droits, qu'il y a des lois ou pas de lois, la personne peut ne pas se soumettre à ces lois. Il peut décider d'enfreindre ces lois. Et c'est ça aussi, c'est une idée aussi que je trouve intéressante à en parler parce que on peut, oui, dire que les lois nous protègent dans un certain sens, dans le sens où nous vivons dans un contexte qui permet l'application et que certaines suivent ces règles. Mais dès le moment où certains s'autorisent à enfreindre les règles, cette loi peut vous protéger à quel moment? Peut-être après préjudice, après, attaque. Mais dans l'instant, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, il n'y a aucune loi qui vous protège. Vous êtes face à quelqu'un d'autre. Si cette personne a une fragilité psychique ou une déstabilisation et qui vous agresse, c'est pas la loi qui va vous protéger. C'est soit vous avez 4 possibilités finalement. Peut-être vous connaissez, cela en psychologie. C'est soit vous fuyez, soit vous combattez, soit vous restez figé. Il y en a, c'est les 4 F. Vous pouvez retrouver facilement sur internet et taper les 4 F, et là vous mettez se protéger, combattre, se figer et se nourrir. Vous allez voir, c'est assez facile de trouver cela. Et là, on peut se dire que oui, les lois protègent dans une certaine mesure, mais dans la vie de tous les jours, quand vous marchez dans la rue, ce n'est pas la loi qui vous protège, c'est vous-même, c'est les autres qui peuvent vous protéger, c'est, vos décisions que vous prenez, c'est tout cela, c'est un ensemble de paramètres qui vous protègent. Heu, il y a une autre idée que j'ai envie d'aussi d'énoncer dans ce live, c'est demander à quelqu'un de ne pas juger quelqu'un, c'est aussi viable que de lui demander de ne pas respirer. Si vous essayez de ne pas respirer, tout de suite, vous allez avoir des mécanismes, en tout cas, normalement, la majorité d'entre nous, si nous retenons notre inspiration, bien, tout de suite, des automatismes vont s'enclencher et vous allez avoir le besoin, avoir cette sensation de le besoin mécanique d'inspirer, d'ouvrir la bouche pour prendre une bouffée d'air. C'est tout à fait incontrôlable à un moment. C'est-à-dire, le besoin est tel que vous ne pouvez plus lutter. À moins que vous n'êtes peut-être dans des rares cas où vous avez une déformation ou des problématiques, ça peut arriver que vous avez besoin d'une assistance. C'est pour cela qu'il y a des gens, par exemple, qui ont une machine qui pompe, l'air pour eux et cetera. Mais moi, je parle de par exemple, moi, vous, qui regardez, qui parlez, qui respirez normalement, qui n'a pas de problème sur le point de vue, de santé, si vous retenez votre respiration, les mécanismes, naturels vont s'enclencher, vous allez avoir le besoin et l'envie de respirer. Eh bien, c'est pareil, quand vous rencontrez quelqu'un en face de vous, vous allez le juger automatiquement sans que vous le vouliez ou non. C'est normal parce que ça fait partie de l'humain, et cette fonction de juger, on pourrait même mettre un autre mot. Juger a une connotation plutôt péjorative, on pourrait dire. Juger, on pourrait dire, on peut remplacer le mot, moi, je pense qu'on pourrait remplacer aussi le mot par, évaluer. On évalue l'autre. On évalue l'autre justement pour sa sécurité. Et la problématique ici, c'est que parfois ces évaluations, comment nous les posons, sont nourries de préjugés, d'informations déjà stockées sur lesquelles nous nous reposons pour analyser, évaluer la situation, évaluer l'autre. C'est là où si quelqu'un, par exemple, a des pensées racialistes,
on pourrait le dire, qui classe les gens par race, par fonction de sa il fait une discrimination en fonction de la couleur de peau, en fonction, du langage, de ce qu'il voit. Eh bien, ça, c'est parce qu'il a appris, il a stocké des informations ou dans lequel, quand il fait son calcul, il dit: «Ah, telle couleur de peau, tel truc, bah, égale telle caractéristique, tel comportement» et du coup, ça signifie, il faut se mettre, il va employer tel comportement vis-à-vis quand il va croiser tel personnage ou tel personnage, telle personne et ça, c'est des choses, qui ne sont pas rigides. C'est-à-dire, ce sont des apprentissages qui ont été faits et ça, c'est quelque chose qui peut bouger. On est tous capables d'apprendre. Bien sûr, il faut prendre c'est ça la complexité de la chose, c'est que, il arrive à un stade où vous avez, heu, cette problématique d'essentialisation. C'est ça qui est difficile. C'est ce concept d'essentialisation. C'est, qu'on va prendre tout le monde pareil. Tout le monde est pareil et c'est là où c'est compliqué parce que ce sont un di c'est des dilemmes finalement. C'est des dilemmes qui se présentent à nous. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est un dilemme. On ne sait jamais qui est en face de nous. Au-delà de sa couleur de peau, au-delà de sa forme physique, au-delà de ses pensées. On ne sait pas, on ne sait pas et si on a vécu selon ce qu'on a appris, selon où est-ce qu'on a vécu, bah, c'est normal qu'on soit peut-être plus vigilant, qu'on soit beaucoup plus partial dans nos décisions, plus rigide. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis parti dans un collège, dans une zone où on appelle, ZUP ou REP. Heu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on y retrouve des enfants en grande difficulté, en très grande difficulté, où la violence règne et quotidienne, et quotidienne, où la violence est quotidienne. Cela signifie quoi? C'est qu'un enfant qui, se développe dans un environnement aussi dangereux pour soi, que ce soit de son intégrité physique ou psychique. Il est obligé à un moment donné de prendre des décisions et tout d'un coup, vous le changez d'environnement. Mais ça va peut-être pas changer grand-chose tout de suite, immédiatement dans son esprit. Parce qu'il a peut-être pas encore eu assez d'expériences positives pour se dire: «Ah, j'ai pris conscience que ce n'est plus le même environnement où, les gens ne sont pas aussi violents, ne m'attaquent pas verbalement, physiquement», et ça prend un temps d'apprentissage, d'adaptation et ce n'est pas évident. On le voit vraiment cela avec, des à l'école, si vous visitez, bah, oui, pour les ignorants qui ne savent pas, qui n'ont jamais connu, je dis bien ignorants, qui ne sont jamais allés dans une zone ultra prioritaire ou dans une REP, je me souviens plus du sigle, la signification, mais quand vous allez là-bas, vous comprenez que l'autre va employer des phénomènes et des comportements spécifiques, parce que l'environnement l'oblige quelque part. C'est pour sa survie. Et vous, si vous êtes ignorant et que vous comprenez pas cela, et quand vous voyez quelqu'un qui parle d'une manière agressive, je vous allez vous dire: «Ah, lui, il est dangereux». Oui, il peut être dangereux parce qu'il a vécu dans un environnement dangereux. Il sait que s'il ne combat pas pour sa survie, il va se faire combattre et s'il ne pense pas à son intérêt, c'est pas les autres qui vont penser à son intérêt. Ça revient dans cette, notion de loi de la jungle quelque part. C'est la loi du plus fort qui vient. C'est le et ça, c'est vraiment important de prendre en compte que dans chaque territoire, on n'est pas dans la même sécurité, niveau de confort, de sécurité. Que moi, j'ai travaillé dans des endroits où vous avez de la police souvent qui intervient pour des caillassages, pour des voitures brûlées. Mais tout cela, c'est intéressant à analyser d'un point de vue sociologique. Qu'est-ce que ça dit si cela existe? Heu, c'est important de comprendre cela et c'est pour moi, c'est ça que ce texte-là crie, c'est-à-dire, bah, aller chercher, d'aller se reposer sur ce qu'on sait déjà pour construire l'école de demain, pour construire l'école d'aujourd'hui aussi.
C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont proposé par ce plan pour moi. Alors, je vais, m'arrêter à là pour, ce soir. Le prochain stream sera, le 21 avec moi. On poursuivra la lecture de ce texte, ce n'est pas terminé. On a encore peut-être, encore un ou 2 lives sur ce texte et ensuite on passera peut-être à autre chose. Mais oui, on passera à autre chose parce que après ça sera la rentrée de septembre. À la rentrée de septembre, le programme est déjà riche et varié. J'ai pas moins de 5 ou 6 lives déjà programmés avec des personnes, vraiment très intéressantes, des profils aussi variés, diversifiés, qui va nous apprendre des choses, où nous allons découvrir des univers, des mondes, des choses vraiment intéressantes, des idées nouvelles. Moi, il y en a plein de thématiques dont je ne côtoie pas forcément tous les jours, dont je ne m'intéresse pas forcément et que c'est aura justement l'occasion justement de découvrir, d'apprendre quelque chose. J'ai hâte sur ce point-là. Aussi, hem, vous aurez un live avec, Mélanie, demain normalement. Je ne sais pas si ce sera le matin ou l'après-midi. Restez au courant, abonnez-vous sur la chaîne, pour vous tenir informé et venez, heu, vous venez le demain ou si vous avez possible ou si cela vous intéresse, vous pourrez en savoir plus. Tac, qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre? Eh bien écoutez, je pense que tout a été dit. Même je rajouterai aussi, je commence et ça c'est vraiment une nouvelle étape de franchie. J'ai commencé à consigner mes idées par écrit, que vous pouvez retrouver à la fois dans les shorts, dans les descriptions des shorts. Vous allez voir, c'est écrit lien de l'article. Bien, si vos retours sont les bienvenus, votre avis sont les bienvenus. Et ça aide, ça participe aussi au développement de la chaîne. Mon ambition pour la chaîne est vraiment de passer le premier cap des 500 abonnés et ensuite, petit à petit, amener de plus en plus de services. Heu, je pose ça là, maintenant, mais à la rentrée, j'aimerais trouver des personnes qui seraient intéressées de vivre des projets, des expériences de podcast avec moi pour développer leur parler, leur développer leur communication là et j'aimerais les accompagner à pouvoir leur donner une place d'expression, à lui donner une expérience plutôt positive qu'ils pourront rajouter dans leur bibliothèque interne, dans leur registre, pour que dans le fil des années, dans leur travail, même pour les étudiants à l'école, ben, ils puissent avoir plus d'aisance à s'exprimer, à parler et aussi bénéficier non pas d'un journaliste d'en face, mais bénéficier de vraies questions de coaching qui permet de développer sa pensée, d'aller au bout de son idée et de pouvoir permettre, par exemple, pour les entrepreneurs, de pouvoir présenter leur projet et de pouvoir le faire avec quelqu'un qui est capable d'amener à faire ressortir les valeurs, les idées, l'essentiel de ce qu'ils ont comme idée et pouvoir en ressortir à la fin avec cette sensation de se dire: «J'en suis fier, je l'ai fait» et de pouvoir petit à petit construire la suite. Parce que dans un parcours entrepreneurial, on commence souvent quelque part. Mais ce quelque part n'est pas notre point d'ancrage. Il est souvent une porte d'entrée qu'on passe et par la suite, on va découvrir d'autres choses qui nous amènent vers d'autres portes. Et je crois sincèrement que peu importe où vous êtes, présenter ces projets, avoir un espace hors menace dans lequel on présente, avoir quelqu'un en face qui est capable de vous accueillir dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, c'est primordial pour son développement et c'est ce que j'ai envie de proposer à la rentrée et je ferai des communications de ce sens pour pouvoir travailler avec vous, travailler avec des personnes qui me feront confiance. Heu, je ne viens pas les mains vides. Heu, vous avez quand même sur la chaîne aujourd'hui plusieurs, cas pratiques, plusieurs expériences de ma part
dans lequel j'ai développé, j'ai exposé ma façon de voir, ma façon d'accompagner, de travailler avec les personnes. Vous avez eu, plus d'une vingtaine d'épisodes, j'imagine déjà. J'ai fait ces épisodes aussi pour pouvoir montrer mes compétences, montrer mon savoir-faire. Si, c'est une idée aussi qu'on pourra développer par la suite, mais si en tant qu'entrepreneur, on veut vendre, on veut pouvoir faire de notre activité, quelque chose qui nous permet de vivre, ben il faut avoir des compétences et pour avoir des compétences, il faut bien que quelqu'un vous fasse confiance et pour que quelqu'un vous fasse confiance, il faut des preuves. Dire: «Je suis compétent, je peux vous accompagner, je peux vous faire parler, je peux vous développer vous permettre de vous développer». Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il faut le prouver. Comment le prouver mieux que de le montrer dans un objet? Et là, c'est là aussi toute cette, mécanisme, toute ce travail dont on a façonné avec Mélanie, dont on a pensé petit à petit, étape par étape, commence à porter ses fruits, commence à aboutir à quelques projets qui sont vraiment intéressants. Quand je regarde ce que nous avons fait avec Mélanie, avec les invités que nous nous sommes alliés pour présenter des idées, pour les accompagner à prendre la parole, à les offrir un espace de discussion, c'est quand même quelque chose dont j'en suis fier. Et là, ma fierté vient de quelque chose que j'ai co-créé avec l'autre. Ce n'est pas quelque chose c'est pas une idée seulement, c'est une réalisation. Et c'est sur cette réalisation que je peux dire que j'en suis fier. Ça, c'est une idée aussi importante. Vous pouvez être fier d'une idée, mais est-ce que c'est vous qui avez créé cette idée? Vous pouvez dire: «Je suis fier de mon pays», mais vous êtes fier de quoi? Vous voyez, votre fierté repose sur quoi? Sur cette idée. Cette idée, est-ce qu'elle émane de vous seulement? Peut-être pas. Mais moi, quand je parle de fierté sur un objet que j'ai créé, par exemple, bric-à-brac d'idées, ou même au fil de l'idée, ou même libre lecture, c'est une conception intellectuelle. J'ai mis mon âme, j'ai mis ma passion, mon intellect, j'ai pensé comment faire cela et je n'arrête pas de penser comment l'améliorer. Je dis cela, je profite parce que c'est important aussi pour moi dans mon développement de vous partager cela aussi. Peut-être, qu'un jour, tout ce que je dis là sera consigné dans un ouvrage, dans un livre. Dans chaque bric-à-brac a des idées dont j'essaie de formuler et je m'entraîne à les formuler. Je m'entraîne chaque fois à venir formuler. Je montre aussi, par ma façon de faire, comment s'améliorer, comment progresser. Parce qu'on est tous capables d'apprendre. Parfois, c'est juste que la méthode n'existe pas et même, on peut le dire, comme le dit Philippe Mérieux avec le principe d'éducabilité ou le pari d'éducabilité, c'est qu'on ne peut pas prouver que quelqu'un n'est pas capable d'apprendre. C'est, et c'est quand même on pourra jamais dire qu'on a fait le tour. Et c'est ça qui nous met en mouvement. C'est-à-dire qu'on va regarder ce prémisse et se dire: «OK, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, ben, OK, cette personne a des difficultés, OK. Mais est-ce que si je me repose sur ce pari d'éducabilité, alors ça m'arrête pas. Je suis à la fois dans le pessimisme de la raison, je conjugue pessimisme de la raison et optimisme de la volonté. Du coup, je suis toujours dans une certaine dynamique de mouvement et ça, c'est très bon. Pourquoi? Parce que quand on sait la définition de l'apprentissage de Richard Meyer, qui dit clairement qu'on ne peut changer de comportement ou de connaissance que par l'expérience. Tout est dit, tout est dit. Alors je vous recommande vraiment, c'est vraiment une recommandation parce que je pense et je crois personnellement que les articles que j'ai rédigés récemment sont vraiment dignes d'intérêt, sont le reflet de ce que je pense et de ce que je crois et dans ces articles-là, il y a des idées qui sont vraiment, qui permettent de se construire. Et peut-être même ces idées que je partage vont peut-être vous allez être contre, vont vous résister et c'est dans ce qui me résiste que quelque chose qui résiste à la toute puissance de mon imagination que je peux me construire, me développer. Alors sur ce,
je n'en dis pas plus, je m'arrête à là. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Faites-moi part de vos retours, si vous regardez cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne d'Océan de Coach. Maintenant, vous savez un peu plus pourquoi je fais cela, qu'est-ce que je souhaite faire et je vous dis à très bientôt, chers abonnés. C'était notre bric-à-brac d'idées, une belle pagaille bien rangée. Merci d'avoir regardé.